Bonjour Muriel Pénicaud, nous allons parler des emplois francs, mais d'abord la réforme de la SNCF a été votée massivement hier à l'Assemblée nationale en première lecture, 450 voix pour, 80 contre, ça change quoi? Ça change que l'Assemblée nationale, ce sont les députés élus par l'ensemble des Français, donc ça représente l'ensemble des Français, et ces députés ont approuvé massivement cette réforme parce que je pense que le message qu'ils veulent donner, c'est que si on veut sauver la SNCF, si on veut un grand service national ferroviaire, ce dont on a besoin dans le pays, tout le monde est attaché au train, tout le monde en a besoin, eh bien il faut que la SNCF se transforme. Et je crois que c'est aussi un appel du coup à tout le monde à continuer un dialogue où on peut trouver des solutions, mais pas les solutions qui sont tournées vers le passé, parce que sinon ça ne va pas marcher, mais des solutions tournées vers l'avenir. Le fait que le texte ait été voté à l'Assemblée nationale ne change rien pour les syndicats qui expliquent que la mobilisation va perdurer. Je rappelle qu'on est aujourd'hui à notre 7e journée de grève, il y en aura 36. Alors, les syndicats sont libres de leurs décisions, mais quand même, moi je les invite à prendre en compte le fait que la représentation nationale, c'est-à-dire l'ensemble des Français, approuve cette réforme. Donc il faut quand même tenir compte de ça. Et encore une fois, le but, c'est d'avoir un grand service public ferroviaire avec plus de trains, des trains moins chers, un service de qualité. Je crois que là-dessus, les cheminots sont attachés aussi à cet objectif. Et donc, moi, j'espère que ça va quand même contribuer à apaiser le climat. C'est ça que vous laissez entendre J'en sais rien. Qu'on sorte de ce conflit. Mais en tout cas, c'est un appel que fait finalement la démocratie aux syndicats en disant il faut trouver une solution, mais en avant et pas en arrière. Une solution parce que tournée vers le futur et qui permettent d'avoir un grand service de qualité. Parce que demain, par exemple, il y a une journée de mobilisation interprofessionnelle à l'initiative de Sud et de la CGT, avec l'appel notamment, c'est assez nouveau, des électriciens, des gaziers. On voit bien qu'il y a une position, on a entendu le président de la République nous dire « j'irai jusqu'au bout, je suis absolument déterminé ». C'est la même chose du côté d'une partie des syndicats et en particulier la CGT. Il y a aussi des syndicats, certes plus minoritaires au sein de la SNCF, qui, eux, sont dans une logique exigeante, mais aussi de construction. Je pense que, voilà, à un moment donné, il faut savoir sortir d'une grève. Hein, l'UNSA et la CFDT, c'est sur eux que vous comptez ? Ce que je dis, c'est que, de toute façon, pour tout syndicat, à un moment donné, il faut sortir aussi d'une grève, en ayant obtenu quelque chose, mais quelque chose qui doit être pour les usagers, pour le pays, pour l'avenir de la SNCF. Vous savez bien que c'est compliqué, quand on s'est lancé dans une grève comme celle-ci et qu'on est la CGT, de sortir d'une grève sans perdre la face. Je pense que le savoir-faire des discussions, du dialogue social, c'est ça. Bon, SNCF, fonction publique, mais aussi formation professionnelle, assurance chômage. Vous demandez aux syndicats d'avancer vite, d'avancer au pas de charge, sur l'air de « on vous avait prévenu, on vous l'avait dit, tout était écrit dans la campagne présidentielle et nous avons été élus pour mener ces réformes-là ». Comment est-ce que vous qualifiez du coup les relations entre le gouvernement et les partenaires sociaux? On en est où là aujourd'hui? Je pense que ce qui est certain, c'est que Emmanuel Macron a été élu président de la République parce que les Français voulaient que beaucoup de choses changent et qu'on transforme le pays pour qu'on ait un avenir pour nos enfants, un avenir pour nous-mêmes. Et donc, c'est vrai qu'il y a beaucoup de réformes au début des quinquennats, parce que les réformes, pour que ça fasse de l'effet sur le chômage, sur les inégalités, sur le dynamisme économique, ça prend un peu de temps. Et c'est vrai que du coup, qu'il y a un rythme qui est soutenu, ils vous le disent, qui est nécessaire. Je pense que ce qui leur importe le plus, c'est pas tant le rythme, c'est de pouvoir continuer à avoir un dialogue social. Il y a des sujets où ils reconnaissent que le dialogue social a permis de produire des résultats meilleurs. Le Code du travail, qui n'était pas a priori leur tasse de thé, eh bien, ils ont quand même apporté, parce qu'on a pris le temps de discuter, on a apporté des choses supplémentaires sur la formation professionnelle, sur l'assurance chômage, sur l'égalité entre les salaires des femmes et des hommes, sur lequel nous sommes en pleine discussion. Il y a beaucoup de dialogue avec syndicats et patronat, et c'est un dialogue très constructif. Mais du dialogue dans lequel vous prenez des propositions qui viennent des partenaires sociaux, ou c'est marcher à notre rythme, mais non, il y a dans la direction que nous avons choisie? Sur l'assurance chômage et sur la formation professionnelle, on a largement repris leur accord interprofessionnel, donc leurs propositions. On l'a complété sur certains points. Sur l'apprentissage, c'est une concertation avec les partenaires sociaux, les régions. Après, c'est le rôle du gouvernement et du Parlement aussi de décider. C'est ce qu'attendent aussi, c'est notre Constitution. Mais je pense que, si vous voulez, il y a beaucoup de sujets à la fois, donc apparaissent plus les sujets sur lesquels il y a des désaccords, mais il y a aussi des sujets sur lesquels il y a un dialogue social qui marche bien. Par exemple, le 27 avril, vous présentez en Conseil des ministres une loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel. Ce sera un gros dossier. C'est le second chantier social du quinquennat. Donc, on a dedans formation professionnelle, assurance chômage, apprentissage. Est-ce que dans ce égalité professionnelle homme-femme, travailleurs handicapés? Il y en a trop. Est-ce que dans ce texte, les syndicats vont perdre de l'influence, justement sur ce dossier-là précisément? Alors, sincèrement? Non, sincèrement, ils ne perdent pas de l'influence.
l'influence, mais ça évolue. Est-ce que l'influence, c'est de faire une collecte financière des entreprises pour redistribuer de l'argent? Ça fait partie de l'influence. Oui, c'est une influence. Mais est-ce que c'est le rôle du patronat et des syndicats de faire ça? Parce que c'est vrai sur le côté patronal comme syndical. Ouais. En revanche, ils vont gagner de l'influence sur le fait que c'est eux qui vont construire le contenu professionnel des diplômes, avec le support de l'éducation nationale et du travail, mais c'est eux qui vont être en charge. C'est eux aussi qui vont pouvoir, sur le terrain, conseiller beaucoup plus les salariés. C'est ce qu'on appelle le conseil en évolution professionnelle, pour que chacun puisse avoir le droit de choisir sa formation. Parce qu'un des grands atouts de cette réforme, ça va être que tous les salariés, les 20 millions d'actifs en France, ils pourront avoir 500 € par an, 5 000 € sur 10 ans, 800 s'ils sont pas, 800 et 8 000 c'est pas qualifié, choisir et aussi avoir un conseiller en évolution professionnelle. Et ça vient des partenaires sociaux, cet renforcement de conseils en évolution professionnelle gratuit. Vous avez lancé hier les nouveaux emplois francs dans 200 quartiers populaires, comme on dit. L'entreprise reçoit 5 000 € par an pour un CDI ou 2 500 € pour un CDD pour l'embauche d'habitants des quartiers prioritaires. Je le disais tout à l'heure, ça n'avait pas marché sous François Hollande. Pourquoi cette fois-ci ça marcherait? D'abord, pourquoi on le fait? Parce qu'il y a une injustice profonde. Aujourd'hui, un habitant des quartiers prioritaires de la ville, eh bien, il a 3 fois plus de risques d'être au chômage. Il est moins embauché, même à qualification égale. Et donc, pourquoi ça va marcher? Parce qu'on a fait un système super simple. Hier, j'étais avec Jacques Mézard et Julien de Normandie à Clichy-sous-Bois. Eh bien, en fait, en 18 jours, on a déjà 200 contrats. C'est presque autant qu'en 18 mois, le système de 2013, puisqu'on a fait quelque chose qui est très simple pour l'entreprise, très simple pour le demandeur d'emploi. Un seul guichet, Pôle emploi. Et moi, je crois que ça va être très fort, parce que ça veut dire aussi qu'il n'y a plus l'assignation à résidence, il n'y a plus le sentiment d'injustice, que pour moi, ça ne sera pas possible. La croissance repart, il y a des emplois. Il faut que, où qu'on habite, en zone rurale, en quartier prioritaire de la ville, on dit, moi aussi, je peux accéder à cette croissance. Sur quels critères vous allez, au final, évaluer la réussite ou non de ce dispositif? Parce que pour l'instant, c'est quand même une expérimentation. Alors, c'est une expérimentation à grande échelle. Est-ce que, par exemple, 40 000 signatures d'emplois francs d'ici à 2019, ce chiffre-là, est-ce que vous considérez que ce serait un bon pour continuer, une réussite, ce chiffre précisément? L'expérimentation concerne 194 quartiers où il y a 200 000 demandeurs d'emploi. Oui. Donc, si on arrive à 30-40 000, oui, ce sera très bien. Mais le but, ce n'est pas le nombre de contrats signés, c'est l'embauche durable. Moi, ce que je regarderais, c'est combien, grâce à ça, durablement, ont accédé enfin au travail. Ça veut dire que ça pourrait se généraliser? Ça coûtera cher? Le but, oui, mais vous savez, si ça permet à nos concitoyens de trouver un emploi, c'est un bon investissement. Donc la généralisation de ce dispositif... En 2020, s'il marche bien, on le généralise en 2020. Merci beaucoup, Muriel Pénicaud, c'est à vous, Thierry. Merci beaucoup, Caroline. Bonne journée. À demain.